c'est juste un exemple de comment créer un langage commun, des discours communs, que des acteurs de provenance différentes du monde privé, société civile et public partagent. Donc créer un contexte propice à la transition. Le transition management s'intéresse aussi à l'empowerment, au réseau, au réseautage des acteurs d'innovation et au social learning. Là, vous voyez apprentissage, une redondance avec le strategic niche management. Ce champ scientifique très très jeune vient de changer un peu de cap et de mettre en avant ces éléments-ci qui tournent moins autour de ces niches. Vous voyez, c'est quand même beaucoup niche encore, mais sur cette question au sein du régime, comment on peut favoriser l'intégration de l'innovation. Donc ça tourne autour de la dissémination, en anglais le scaling up, une création d'une infrastructure pour favoriser la dissémination de l'entraînement, la communication, des instruments financiers et juridiques, donc changement de règles. Ça tourne autour de des knowledge networks, des réseaux de savoir spécifiques. L'Union européenne aussi, elle est impliquée depuis très très récemment dans ce qu'ils n'ont pas eux appelé transition management, mais qui est exactement ça, le réseautage horizontal, ils appellent ça, entre les acteurs d'innovation diverses. Donc, dernier mot là-dessus, il s'agit aussi de favoriser la création de nouvelles institutions et de s'intéresser à promouvoir un changement de comportement. Ça, c'est un grand défi. Ça passe par, c'est assez mou, hein, ça passe par exemple, la recherche d'agents d'innovation et je ne sais plus là. Dans le régime lui-même, d'acteurs qui veulent favoriser, qui ont un intérêt pour intégrer l'innovation. Donc récemment, on a créé l'idée de l'arène de transition. La création d'arènes de transition qui sont multi-acteurs et dans lesquelles se passent les échanges où on trouve un langage commun et où sont réunis les acteurs d'intérêt. Dernière chose, le transition management implique aussi d'analyser les rapports de pouvoir et de surmonter des blocages. Essayer de voir qu'est-ce qui fait blocage et comment on peut le surmonter. Et je ne vais pas avoir le temps de faire ce que j'ai annoncé dans la description du séminaire, le lien avec la résilience, le concept de la résilience. La transition est mise en lien par certains auteurs avec l'idée de la résilience. Et Dirk Lorbach, il l'utilise dans le sens de casser les résiliences de certains acteurs qui font blocage. Il l'utilise dans cette idée-là. Donc, au niveau académique, quelque chose à creuser, à travailler, c'est intéressant. Voilà, je m'arrête là-dessus. Il y a beaucoup plus de choses à dire, certes, mais justement, c'est ça notre projet, d'aller dans les détails. Certes, vous voyez, toutes ces approches sont intrinsèquement imbriquées, liées. Croissance exponentielle, surtout à partir de 2005, de la littérature sur les études de transition. Juste quelques mots là-dessus. Il y a eu un consortium docteur qui a fait une analyse statistique et qui, en 2011, donc ça date un peu maintenant, a trouvé 540 articles dans des revues scientifiques avec 6000 citations. Peut-être à la fin, si ça vous intéresse, on peut revenir sur les revues qui publient dans ce domaine. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir que, certes,
la transition énergétique est le sujet le plus traité à l'heure actuelle. Donc 36% des papiers portent sur l'énergie renouvelable, 8% portent sur les systèmes de transport et quelques autres sur l'eau et le sanitaire et l'alimentation. Les innovations qui sont pas techniques ni sociotechniques mais purement sociales commencent aussi à émerger dans ce champ-là, mais c'est très 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 très. Il y a un biais européen et surtout nord-européen. La plupart des publications se font aux Pays-Bas et aux États-Unis à l'heure actuelle encore. Voilà, je passe à ma dernière partie. Des questions, plus de questions que des réponses, dans ce champ interdisciplinaire, extrêmement traitant d'une extrême complexité. Un champ, à mon goût, intellectuellement extrêmement stimulant quand on va dans les détails, ce qu'on n'a pas pu faire là. Voici. Juste pour résumer un petit peu, les études de transition, ils s'inscrivent dans les approches contemporaines. On voit très clairement les dichotomies connues et les champs de recherche connus, les approches connues entre agencivité, structure, la question du d'en bas, d'en haut, approche constructiviste. Elle se veut aller être plus approche relationnelle que étudier les structures. Donc souvent c'est critiqué, mais très vite on se défend dans la littérature pour dire non, l'agencivité, on met l'accent plus là-dessus que sur l'analyse de la structure ou modélisation des systèmes. De multiples questions qui se posent dans est-ce qu'on peut arriver à une grande théorie de la transition? Il y a beaucoup de doutes là-dessus, mais c'est intéressant d'intégrer des scientifiques qui essaient de modéliser les systèmes, d'intégrer plus les approches de la gouvernance. Il y a surtout des croisements à faire avec d'autres concepts, d'autres sciences scientifiques. Donc il y avait un que j'ai nommé, croisé avec le concept de la résilience, mais aussi l'empowerment, les capacités des acteurs dans les processus de transition. La théorie néo-institutionnelle, on fait beaucoup appel à ça aussi. Pas tout est dit sur la fonction des réseaux et du réseautage dans ce processus de transition. La géographie économique est pas mal sollicitée, où on fait appel à un appel à la géographie économique. Allez-y, impliquez-vous. Je vais y revenir tout à l'heure. Voilà. Ah oui. Je ne peux pas mettre tous ces champs qui sont intéressants à creuser un encore dans ce sillage de s'intéresser à l'acteur. On peut aller un peu plus loin. On est dans les études de la transition et dans l'émergence de l'innovation dans des marges, dans des espaces, dans les interstices du régime, aussi dans l'émergence de quelque chose qui, tout d'abord, est informel, qui ne répond pas aux règles et aux juridictions nécessairement. Et ça, c'est une question très intéressante à creuser. C'est informel, comment il s'institutionnalise ou non. Il y a des ouvrages très très intéressants, comme par exemple James Scott, Seeing Like State, qui nous montre comment les acteurs au quotidien contournent constamment plus ou moins le régime et ses normes, ses principes dans les activités au quotidien et à l'interface entre ces deux, qu'est-ce qui se passe? Comment on passe de l'informel au formel?
qui les stimule et qui est l'acteur de cela. Voilà. Et aussi, attention à ne pas plonger dans l'imposture d'une nouvelle vision de développement qu'on essaie d'imposer sans y réfléchir aux contextes régionaux, nationaux, à d'autres sociétés qui ne sont pas nécessairement nos sociétés occidentales avec nos défis propres à nous et notre situation aussi. Voilà. Cela sollicite toutes les disciplines. On fait appel à avoir plus d'études du management, du domaine de Sciences Po, du design, comme vous avez vu. Bon, je ne vais pas vous faire la palette, vous pouvez imaginer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un appel aussi à ceux qui sont capables d'intégrer l'approche spatiale dans ce champ d'études. Il y a beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas répondre sans prendre l'espace en considération, comme quelques-unes que j'ai listées ici. Pourquoi les niches innovantes se forment dans certains lieux et pas d'autres? Pourquoi et comment certaines niches impulsent des changements à grande échelle alors que d'autres échouent? À quel point les innovations sont-elles adaptées à des contextes régionaux spécifiques? Dans les études sur l'innovation, on est tous d'accord sur le fait que l'innovation n'est pas transférable d'un contexte régional à l'autre. Toutes ces questions, aussi dans la question sur l'imprévisibilité, sont étudier le territoire et comme un trio d'auteurs récemment le disait, sont une sensibilité territoriale. Dans l'approche des Transition Studies, on passe à côté de beaucoup d'éléments de compréhension. Et je réfère à cet article que j'ai aussi dans la dernière slide sur la bibliographie, qui vaut la peine de lire sur la question de l'espace et les champs potentiels pour des géographes dans les Transition Studies. Notamment, ils discutent la thématique où ils font une esquisse de la question comment on peut affiner l'approche scalaire des MLP au-delà de ces triptyques. Et d'ailleurs, il y a des auteurs qui disent que c'est pas sûr qu'on est dans ce triptyque de régime, paysage, etc., ou pas que, qu'il y a des ontologies plates, que les acteurs agissent aussi, un acteur à plusieurs échelles. Donc cette question même d'avoir une grille de lecture à travers ces trois échelles, niveaux, elle est mise en question. Il y a de quoi à dire là-dessus. Après, il y a comme deuxième grande question, c'est spécificité des lieux qui font ou qui font pas que il y a de l'innovation, des niches qui disséminent ou qui disséminent pas. Et là, il y a vraiment pour nous tous, je pense que c'est très parlant. Des concepts qui existent déjà peuvent être frottés aux approches des Transition Studies, telles que les milieux innovateurs, les proximités physiques et virtuelles, quel impact ça a sur l'émergence d'une innovation et sa dissémination. Aussi le concept des clusters, certes, est intéressant d'étudier à travers, en se posant cette question des disséminations vers le régime. Après, la question de l'ancrage territorial. Donc je pense que ça parle à tout le monde ici. La question de la dotation des ressources d'un territoire et quel impact sur l'émergence d'innovation dans les niches, la diffusion, là encore, les ressources latentes et mobilisées, matérielles, immatérielles, etc. Il y a de quoi à travailler dans ces domaines-là. J'ai oublié plein d'autres, désolée. Et je terminerai sur juste deux exemples qui
un dans le domaine de la géographie, un plus sur les villes, desquelles je n'ai pas beaucoup parlé. Comment on peut frotter, ce frottement entre des concepts et des approches. C'est pas pour voilà, faire de l'autopromotion, mais c'est parce que on travaille là-dessus avec Pierre-Antoine. La question des innovations sociales frottées aux approches des Transition Studies. Il y a un projet de l'Union européenne en route sur cette question-là. Elle s'appelle Transit, vous pouvez le googler. Vous voyez ici, on reprend les MLP, l'approche MLP, et on se dit l'innovation sociale, donc cette fois ça sociale et pas socio-technique, dans les niches, à l'échelle micro, comment elle passe à changer les systèmes. Il y a un grand travail là-dessus. Les géographes peuvent s'approprier de ce sujet. Je ne vais pas expliquer ce schéma pour vous dire qu'avec Pierre-Antoine, on était en train de réfléchir sur des territoires dans lesquels, les montagnards, dans lesquels il y a, qui ont une densité d'innovation sociale.